Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve sur cette édition de 22 heures. Voici les titres de ce journal. Pour les actualités nationales, une cérémonie de lancement des travaux de refonte du Code des investissements se tenue au Djibouti Palace Kempinski. Pour les actualités internationales, un deuxième groupe de soldats kenyans à Goma. Les détails de ce journal à présent, nous commençons avec les actualités à la une de ce journal où le jeudi 17 novembre a eu lieu au Djibouti Palace Kempinski la cérémonie de lancement des travaux de refonte du Code des investissements placé sous les auspices du Premier ministre, son Excellence, M. Abdelkader Kamel Mohamed, aux côtés de la secrétaire d'État, Mme Safia Mohamed Ali Gadile, qui marque le coup d'envoi des travaux. On prépare à cet événement les membres du gouvernement, les députés, les corps diplomatiques, les organismes internationaux, le secteur privé, etc. La volonté de réviser le présent code institué par la loi numéro 53 de 1336 du 31 décembre 1953, datant de l'époque coloniale et qui a été amendé jusqu'à celui d'aujourd'hui, dont les dernières modifications datent de 1994, et de le rendre en phase avec l'avancée économique du pays, mais aussi de l'adapter aux politiques économiques de la vision 2035 et de la deuxième stratégie quinquennale de développement du pays nommé Djibouti ici. Une présentation du projet de réforme a été faite pour rappeler au public les enjeux actuels et la méthodologie qui sera adoptée dans les travaux de refonte. Le secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé, en coordination avec le ministère des Finances, a pour mission de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière d'investissement et du développement du secteur privé. Il est donc des ressorts d'engager toutes les réformes nécessaires pour rendre l'environnement des affaires plus attrayant, pour dynamiser le secteur privé et le rendre plus compétitif. Le président du Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssef Moussa Dewale, et le chargé des affaires de l'Union européenne, Fabrice, ont à tour de rôle indiqué l'importance que revêt cette cérémonie de lancement des travaux de refonte du Code des investissements. On écoute un extrait de leur intervention. C'est avec un plaisir que je prends part ce matin au lancement des travaux de refonte du Code des investissements à Djibouti. En effet, cette réforme était attendue avec le secteur privé depuis longtemps, car les textes régissant le cadre de l'investissement à Djibouti datent des années 80, avec une modification en 1994. De ce fait, il n'est plus en phase avec l'évolution du climat des affaires actuel. De plus, le Code des investissements a été largement impacté par les diverses lois et dispositions d'ordre fiscal et administratif intervenues depuis cette date. Il était donc plus que temps de le revoir et surtout de le réformer. En outre, ce nouveau Code des investissements devrait inciter à investir dans le secteur porteur du pays et prendre en compte toutes les dispositions d'activité induites par l'évolution de l'économie djiboutienne et internationale. Je suis honoré de participer aujourd'hui à la cérémonie de lancement des travaux de refonte du Code des investissements de Djibouti, qui marque la volonté de la République de Djibouti de mettre en exergue la politique nationale en matière des investissements. L'Union européenne se félicite que pour cette occasion, Djibouti a souhaité être accompagné de l'expertise européenne et l'Union européenne réitère son appui au secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé. Il me plaît à rappeler que le cadre stratégique Vision Djibouti 2035, dont son Excellence, Monsieur le Président de la République, est l'infatigable artisan, et son plan d'action 2022-2027 ICI, Inclusion, Connectivité, Institutions, vise le développement économique plus inclusif, soutenu et durable que votre partenaire, Monsieur le Premier ministre, l'Union européenne ici présente, accompagne et accompagnera à travers ses réalisations afin d'atteindre les objectifs de développement durable.
La secrétaire d'État, Mme Safia, a rappelé que le présent projet de refonte s'inscrit dans un contexte de développement socio-économique, de l'émergence des collectivités locales, de réduction du chômage et de croissance économique à travers la dynamisation du secteur privé. On écoute Mme Safia. La République de Djibouti s'est engagée dans un vaste programme de refonte de son environnement des affaires, qui lui a valu les encouragements des systèmes de notation de la Banque mondiale, en la propulsant parmi les pays les plus réformateurs du continent africain et du monde. Cette embellie s'est matérialisée par des changements amélioratifs en favorisant considérablement les initiatives privées. Par conséquent, les mutations perpétuelles de l'économie mondiale et la compétition entre les nations pour l'attractivité des investissements nous amènent à être plus accessibles et plus productifs pour drainer les investissements, les flux de capitaux et des savoir-faire vers notre pays. Face aux difficultés exogènes et endogènes, il y va de l'adaptation de notre environnement des affaires à l'évolution du contexte économique international, régional et national. C'est pour ces raisons qu'il advient désormais d'aborder cette réforme à la lumière des plans de développement sectoriel qui préconisent une évolution structurelle et synchronisée tout en maintenant le socle productif de notre économie. Le lancement officiel de ces travaux est l'occasion de toutes les parties prenantes d'accorder une attention singulière, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, à la conception juridique du corpus qui définira et régira les incitations fiscales et douanières, soucieux des impératifs budgétaires pour soutenir le développement des investissements privés. Il y a également la nécessité d'inscrire résolument notre législation en matière d'investissement à la juridiction régionale et continentale pour drainer les investissements et de donner des ouvertures plus larges à nos entreprises compétitives. Le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Dewale, quant à lui, a, dans un réquisitoire scellé, fait état des grands défis à laquelle est confronté Djibouti et l'objectif de cet événement de grande envergure aujourd'hui. On écoute Ilyas Moussa Dewale. L'économique à Djibouti n'est plus tenable, à plus d'un titre. Il n'est pas tenable parce qu'il est principalement porté par l'État. C'est très bien, l'État doit être le chaînon de la transformation. L'État doit tirer tout le reste. Mais le tout État n'est plus un modèle tenable. L'essentiel de notre économie est principalement autour des services qui sont rendus par des grandes entreprises publiques. La taille dans la structure du PIB, la taille des établissements publics, de l'État, dans notre économie a été multipliée par X. Je dis X, beaucoup plus que, en tout cas, l'impact du reste dans cette structure du PIB. On a gardé une économie qui n'est pas encore diversifiée, principalement tirée par principalement un seul secteur. C'est un constat très rationnel. De tout cela, nous observons que les emplois n'ont pas été au rendez-vous en faisant la corrélation avec le volume d'investissement que nous avons réalisé. Maintenant, il y a eu beaucoup de choses faites. Nous avons consolidé la position de Djibouti, investi beaucoup dans les infrastructures et pris plusieurs années, plusieurs décennies d'avance par rapport à notre région. Mais alors,
si nous avons fait tant d'efforts avec tant de résultats, pourquoi nous n'arrivons pas à inverser cette tendance, ce constat? Le tout État, l'État versus le secteur privé. À mon sens, une des clés se trouve être ici ce que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. À présent, dans son allocution, le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a montré de par sa présence que l'amélioration du climat des affaires revêt un intérêt capital pour le pays. De participer à cette cérémonie de lancement de la refonte du Code des investissements, car ceci est le témoignage d'une initiative gouvernementale très importante. En effet, après les très grands investissements publics déjà réalisés par le gouvernement depuis une quinzaine d'années et avec la perspective d'une forte reprise de nouveaux investissements, après les crises causées par des contraintes exogènes entre 2020 et 2022 et qui sont en passe d'être surmontées, il devenait nécessaire de parfaire les outils déjà en place pour conforter l'investissement privé. En effet, la politique gouvernementale dans le domaine est très claire. Elle prévoit d'une façon générale que l'investissement privé doit prendre le relais des investissements publics afin de permettre une forte création d'emplois. Mais plus encore, c'est par l'investissement privé que les initiatives innovantes et le développement des secteurs nouveaux comme le tourisme, les techniques de l'information et le développement du secteur minier pourront se réaliser. Aussi, le gouvernement est très attentif au fait de faciliter et sécuriser les investissements privés. Ainsi, le travail que vous entreprenez ici, Madame la secrétaire d'État, se situe parfaitement dans cette volonté. Ce nouveau Code des investissements complétera l'arsenal juridique existant mis à la disposition des investisseurs privés, fortifiant ainsi les potentiels politiques, financiers et économiques du pays, comme son système bancaire, son hub régional ou sa position géographique, sans oublier l'essentiel de la confiance internationale accordée à la politique du président de la République. Je vous remercie. Autre nouvelle nationale, sous le haut patronage du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdilé, s'est tenue hier mercredi au Djibouti Palace Kempinski une cérémonie de lancement de l'analyse combler les déficits en nutriments. Outre le ministre de la Santé, cet événement a vu la participation de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mme Oulouf Ismaël Abdo, de la représentante du Programme alimentaire mondial à Djibouti, de la représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et des cadres des différents départements concernés par la question de l'équilibre alimentaire et de la nutrition. Cette cérémonie s'est déroulée sous le thème pour une alimentation saine et nutritive et une amélioration du capital humain. Cette journée s'est poursuivie jusqu'à fin d'après-midi avec des discussions, débats et échanges sur les processus qui pourraient être informés par le FNJ. Et la journée s'est clôturée avec l'identification préliminaire des scénarios de modélisation. En effet, la nutrition étant un pilier crucial du développement d'une nation saine et productive, une bonne nutrition améliore le développement physique et cognitif, prévient les maladies et augmente la productivité de la population active. Et de ce fait, améliorer les régimes alimentaires, en particulier des enfants et des femmes, apporte des avantages immédiats et à long terme en matière de santé, d'éducation et d'économie. Enfin, l'analyse combler les déficits et nutriments combine une revue de la littérature secondaire avec une analyse des données basée sur l'optimisation linéaire pour mieux comprendre les facteurs locaux ayant un impact sur les disponibilités, le coût, l'abordabilité d'une alimentation nutritive. On écoute à présent un extrait des interventions de la représentante du PAM et de l'UNICEF. La transformation vient renforcer l'adhésion de Djibouti au mouvement
de Scaling Up Nutrition sain l'année dernière. La nutrition de tous les citoyens est un facteur crucial pour le développement social et économique. Il y a notamment la nutrition en cours des 1000 premiers jours chez enfants qui est déterminante pour tout le reste de sa vie. Et je suis vraiment fière d'être ici aujourd'hui avec les excellences et nos collègues de PAM et les autres agences pour être ensemble, pour démarrer le processus de lancement de Feed Nutrition Gap. Et pour nous, à l'UNICEF, c'est vraiment très important de comprendre, de travailler sur cette analyse parce que ça va nous donner les options de comprendre mieux les coûts de nutriments et aussi comprendre mieux les analyses des repas journaliers des ménages, mais aussi des enfants. Et ça va nous donner l'option de faire des modélisations pour comprendre mieux comment cette enquête, cette étude peut informer notre programmation de nutrition. On a déjà commencé à démarrer une coordination multisectorielle et je suis vraiment heureuse d'être en présence de plus de secteurs que seulement la santé et la nutrition parce que ça va impliquer tous les autres secteurs aussi. Pour nous, à l'UNICEF, j'ai déjà parlé avec l'équipe technique, ça va aussi être un outil pour nous informer de l'allaitement maternel exclusif. Et je crois que la combinaison de toutes les interventions et aussi de comprendre mieux la budgétisation de ce processus va nous donner un bon chemin pour le travailler ensemble. Nous allons poursuivre avec l'intervention de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mme Olofa Ismaël Abdo. C'est d'abord une question de santé, c'est d'abord une question qui doit être résolue parce que c'est une question quand même assez scientifique. Et nous, en tant que ministère des Affaires sociales et des Solidarités, nous ne sommes pas un ministère spécialisé, mais nous sommes un ministère transversal. Nous venons appuyer l'action du gouvernement dans le renforcement du capital humain dans son ensemble. Qui dit capital humain, on parle surtout d'éducation, on parle surtout de santé. Comme on est habitué de le dire dans la plateforme avec mon collègue de la santé qui avait assisté également avec nous, puis la grossesse de la femme enceinte, comment elle est, est-ce qu'elle est en bonne santé? C'est la bonne santé de la mère qui est en situation de grossesse qui va définir l'enfant à naître et comment il va naître. Donc tout le processus justement vient donc du renforcement du capital humain. En tant que coordinatrice, en tout cas ministère coordinateur du capital humain, il nous est vraiment, cette étude nous est vraiment très importante compte tenu des recommandations qui seront tirées. Donc j'ai été vraiment très enchantée de voir qu'il y a des grandes universités dans le monde qui vont participer justement à cette étude et ici pour Djibouti, cette étude est vraiment très importante, surtout dans le contexte dans lequel Djibouti est. Nous sommes vraiment face à plusieurs chocs, nous sommes vraiment d'un pays de contingence, nous sommes face à plusieurs chocs et également le problème c'est que nos populations également sont des populations nomades et l'accompagnement au niveau santé, au niveau éducatif n'est pas aussi évident que d'autres populations. Donc toute la problématique et tout l'intérêt est là. Et c'est pour ça que je suis vraiment très positif et très enchantée de connaître la fin de cette étude, de connaître les recommandations. Parce qu'une fois que les recommandations seront tirées, je pense que comme nous travaillons en étroite collaboration avec le Programme alimentaire mondial et l'UNICEF à Djibouti, nous faisons tous les jours justement ce travail de livrer et de délivrer des paniers alimentaires pour que les familles vulnérables puissent se nourrir convenablement. Poursuivons avec le discours prononcé du ministre Ahmed Roble Abdillah. GAP, c'est une étude très très importante qui va nous permettre de savoir les gaps en matière de nutriments qu'il y a au niveau de l'assiette de chaque Djiboutien. Ceci est très très important. Comme vous le savez, au niveau du capital humain, le problème de nutrition, la malnutrition
qu'elle soit aiguë ou chronique, est un facteur très important. La malnutrition est la principale source de cause de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, mais également chez les femmes enceintes et allaitantes. Comme vous savez, bien que la mortalité infanto-juvénile, c'est-à-dire les enfants de 0 à 5 ans, et la mortalité infantile a beaucoup baissé, toutefois, la mortalité infantile occupe le 2/3 de la mortalité infanto-juvénile. Et la malnutrition est la première cause de morbidité et de mortalité chez ces enfants-là. C'est pour ça que cette étude vient à un point nommé, elle vient à un bon moment, c'est pour pouvoir corriger les gaps. Et c'est une étude fort intéressante qui va nous permettre de voir le bien-être de la famille. Et par la suite, il faudra corriger, il faudra améliorer, et ça, c'est le volet, bien sûr, multisectoriel, et le ministère des Affaires sociales et de la solidarité est bien sûr très impliqué, et nous sommes ensemble pour pouvoir vaincre ce fléau qui touche les enfants, nos enfants de moins de 5 ans, mais également, surtout, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, mais également les adolescents, tous ceux qui sont en croissance. Autre actualité de ce soir, l'Académie de police Idriss Farah Abane a abrité ce matin une conférence religieuse en présence du chef d'état-major général des armées, le général des corps armés, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, et du directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin. Cette conférence religieuse a été animée par le cheikh Mustafa Cheikh Hadj Ismail, dit Mustafa Bourao, et par le cheikh Hussein Ali. Cette rencontre qui s'est tenue à l'amphithéâtre de l'Apifa a rassemblé l'ensemble des officiers de la police nationale. L'objectif de cette conférence était de transmettre des conseils religieux aux hommes et femmes de la police nationale. Dans son hadith, le cheikh Mustafa a mis l'accent sur le rôle essentiel que jouent les policiers au sein de notre société. Il a par ailleurs tenu à féliciter les policiers djiboutiens pour leur dévouement au service de la nation. A noter que l'ensemble des officiers de la police nationale ont apprécié ce moment de convivialité en présence des éminents cheikhs reconnus partout dans le monde musulman pour leur connaissance des hadiths religieux. qof shacabka saaxiib la ah qof raba dadka dhibtu haysata inuu dhibta ka saaro kan tuuga noqday ama dhibta noqday ama kan noqday waa inaanad u fakerin inaad ciqaabto oo tidhaahdo waa ka jaraya ciqaabtu waa inay noqotaa wax qofka ku soo celinaya nolosha caadiga inuu ku noqdo maaha wax lagaga aargoosanayo laleeyahay isna waxaad u sameynaa inaan ka aargoosanno ee waxaa la rabaa. Dans le cadre du lancement de la première édition du 20 km du Sheraton Hotel, une convention a été signée entre la Fédération djiboutienne d'athlétisme et le Sheraton Hotel sous la houlette du secrétariat d'État chargé des sports. Un partenariat qui entérine l'organisation de ce grand événement sportif. Il faut souligner que cette course permettra de faire progresser le niveau, servira de baromètre au cyclisme djiboutien. Il permettra surtout de repérer de nouveaux talents parmi les amoureux de vélo qui auront désormais l'occasion d'y participer. La rencontre a eu lieu ce mercredi 16 novembre 2022 à l'hôtel Sheraton en présence de Mme Khadiga, secrétaire générale du SOS, M. Emmanuel Rigui, directeur général du Sheraton Hotel, M. Ali Migone, président par intérim de la Fédération djiboutienne du cyclisme. Cette entrevue s'est concrétisée par la signature d'une convention en vue d'une collaboration fructueuse entre les deux parties. Promouvoir la pratique du cyclisme ici en République de Djibouti, mais également d'encourager les jeunes à pratiquer ces disciplines sportives qui non seulement rentrent dans le cadre du sport de haut niveau, mais également à des fins de santé, parce que le vélo est conseillé d'un point de vue médical pour entretenir le corps et prévenir les maladies liées à l'inactivité. En dehors de ça, je lance un appel à l'ensemble des partenaires
qui doivent vraiment appuyer les fédérations nationales sportives pour pouvoir organiser beaucoup de compétitions sportives pour nos jeunes, parce que nos jeunes demandent des compétitions sportives, et pour qu'il y ait organisation des compétitions sportives au niveau national, il faut des partenaires. Donc ce matin, nous avons soumis, il y a un mois de cela, nous avons soumis un grand projet à Sheraton Djibouti Hotel, nous l'avons défendu et ils ont accepté. Donc chaque année, au mois de novembre, il y aura l'organisation des 20 km de Sheraton Djibouti Hotel, et cette course est inscrite dans l'agenda sportif du secrétariat d'État chargé des sports et également dans l'agenda de la Fédération djiboutienne de cyclisme. Je profite également de cette occasion que ces 20 km est la première édition. Donc cette première édition, la course est réservée uniquement aux cyclistes et passionnés du vélo au niveau de la République de Djibouti. Inch'Allah, la deuxième édition, nous comptons que cette course, ou bien que ces 20 km de Sheraton Djibouti Hotel, puisse prendre une autre dimension, une dimension régionale, une dimension continentale, et pourquoi pas. Je vous emmène au nord à présent, où une forte délégation composée de hauts responsables du ministère des Biens WARF et les responsables de la société Al-Kharafi ont effectué une visite de terrain pour prévoir ensemble le site de la future grande mosquée qui sera très prochainement construite par la société Al-Kharafi. Cette initiative initiée par la société Al-Kharafi en collaboration avec le ministère des Biens WARF a pour but de promouvoir une implantation d'une grande mosquée qui sera d'une utilité grandiose, non seulement pour la population de cette contrée, mais surtout aux usagers du corridor Tadjoura-Balho. En outre, ce lieu de culte constituera en son sein des lieux de commerce et des toilettes et des endroits des ablutions distingués par genre qui permettront sans doute aux usagers de la route de s'acquitter en toute aisance des obligations divines. Nous allons revenir au sud du pays, toujours dans le cadre de la lutte contre la contrebande et les produits illicites. Après une très large opération de contrôle effectuée dans la région de l'unité d'Ikil par l'armée Eriadé, régiment interarmé d'Ikil, notamment le secteur de Tebebo et Bandara, à 15 km d'Idikil. C'est dans les nuits du 15 novembre 2022 que les éléments de l'armée, sous le commandement du colonel de l'armée Eriadé d'Idikil et du chef de la brigade de la douane d'Idikil, M. Moussa Omar Moussa, ces derniers ont intercepté 30 colis de cap de 40 kg chacune, soit 1200 kg au total, provenant de l'Éthiopie à travers la localité de Bandara, transportés par des coureurs à dos d'hommes. Après les saisies, la séance de destruction d'importantes quantités de cat a pris feu au sein de la poste de Gabanet de l'armée Eriadé de Dikil. Le directeur général de la douane et des droits indirects, M. Gouled Ahmed, a adressé ses vives félicitations à l'ensemble des éléments de la douane, de la police et du militaire régiment interarmé du Dikil pour leur collaboration à la réussite de cette opération à la lutte contre la contrebande, en particulier le chef de corps de l'armée Eriadé de Dikil. Pour les actualités internationales, je vous disais dans le titre, un deuxième groupe de soldats kenyans de la force régionale est-africaine en République démocratique du Congo est arrivé mercredi à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, sous la menace d'une attaque des rebelles du M23 qui poursuivent leur offensive. 2 avions de l'armée kenyane ont débarqué une soixantaine d'hommes à Goma, dans l'est de la RDC, 4 jours après l'arrivée d'un premier contingent d'une centaine de soldats kenyans. Le 10 novembre, le Parlement kenyan avait autorisé le déploiement d'environ 900 soldats dans le cadre de cette force régionale. La force est-africaine. La force est-africaine est une force d'intervention, pas une force de maintien de la paix, a ensuite déclaré lors d'une conférence de presse le général Niaga. C'est tout pour cette édition de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.